je m'appelle James Pontenier, je suis boulanger dans le 12e arrondissement de Paris. Et le matin, ça s'enchaîne. Je me lève en général vers les 3h30, 4h du matin. Comme j'habite pas à côté de la boulangerie, je suis à Place d'Italie. Je prends mon déjeuner qui va très vite. Et en général, je mets à peu près 10 minutes en voiture pour aller à ma boulangerie. Ce qui me fait arriver en général vers les 4h du matin. À 4h du matin, je commence un pétrissage pour ma première fournée, qui est des traditions en général. Et après, je mets des baguettes au four, car j'ai la première livraison qui est vers les 6h du matin. Je livre un hôtel. Donc, je pétris. Après, je mets au four les quelques baguettes que j'ai pour cet hôtel et je fais la viennoiserie. Pareil, ils prennent de la viennoiserie et du pain. Donc, je fais cuire ma viennoiserie, ce qui me prend à peu près 1 heure. Donc, il est à peu près 6h du matin, je vais livrer mon hôtel. Et après, la journée commence vraiment. En général, je prends mon café, je fume ma petite cigarette et je commence vraiment ma journée. C'est-à-dire, je commence par sortir mes pannetons qui sont dans une chambre froide pour certaines fournées, puisqu'il y a plusieurs sortes de pains, des pains de campagne, des pains bio, des pains de toutes sortes, aux graines, et je commence mes préparations. C'est-à-dire que de 6h30 jusqu'à l'attente du premier boulanger, le premier boulanger arrive vers les 7h, 7h30. Moi, je commence à mettre en place. Étant donné que notre magasin est ouvert à 8h, je commence à faire les préparations pour les prochaines fournées. Pour se lever le matin, évidemment, il faut être habitué. Moi, je suis habitué j'ai commencé ce métier, j'avais 17 ans, dans les années 70, enfin 73 exactement, et à 17 ans, évidemment, c'est très dur, parce qu'à 17 ans, j'avais autre chose à faire que me lever à 3h du matin. À l'époque, c'était 3h du matin. Et 3h du matin, quand on a 17 ans, en général, je me couchais très tard parce que je sortais le soir. Donc, c'était la boulangerie de mon père, et je me levais à 3h du matin, et là, c'était vraiment très, très dur. De 3h du matin jusqu'à 9h du matin, j'étais vraiment dans les nuages. Mais bon, après, c'est une question d'habitude et une question de volonté, en fait. On était une famille de 6 enfants, et sur les 6 enfants, dont 4 garçons, 3 des garçons sont devenus boulangers. Donc il y avait mon grand frère qui travaillait avec mon père. Après, moi j'ai fait la même chose, j'ai suivi. Et puis j'ai un de mes autres frères, le plus petit d'ailleurs, qui lui aussi est devenu boulanger-pâtissier. Maintenant, il y en a un qui est vers Tours, mais autrement, j'ai un de mes frères qui est mort depuis. Et puis autrement, moi, j'ai commencé, mon père a une boulangerie dans le 14e arrondissement, rue d'Alésia exactement. Donc c'est là que j'ai commencé à faire ce métier. Non, en fait, au départ, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis allé plutôt par obligation, parce qu'il fallait que je travaille. Mais en fait, ça m'a pas posé de problème. Bon, le problème, évidemment, au départ, c'était de se réveiller à 3h du matin. Mais bon, c'est une question d'habitude. Et puis j'ai la chance de pouvoir dormir facilement et de me réveiller facilement, ce qui fait que ça m'a pas vraiment posé de problème. Le problème, c'était des journées à l'époque, même en étant apprenti, je commençais à 3h du matin et je finissais à 16h de l'après-midi, 6 jours sur 7. Là, évidemment, physiquement, c'est très dur. Et puis à l'époque aussi, on n'avait pas de matériel comme maintenant. C'est-à-dire que mon père, c'était un vieux boulanger qui avait, par exemple, maintenant on a une diviseuse, qui vous permet de mettre un pâton pour évidemment couper par exemple, si vous faites 20 baguettes, vous mettez un pâton de 8 kilos, vous passez une presse, vous divisez, des lames ressortent de cette presse. Moi, à l'époque, je le faisais à la main. Et pour les reins, c'est très, 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 très dur. C'est très physique comme métier. Et en plus, on faisait ça dans des caves, parce que les 3 quarts des boulangeries de Paris sont d'anciennes caves. Donc, pas de clarté, pas de fenêtre, ou juste une ouverture qui faisait à peu près 20 cm, c'est tout ce qu'on avait. Et avec un taux d'humidité, par exemple l'été, c'était infernal. Entre les fours qui servent de chauffage, on avait un vieux four à briques qui nous servait de chauffage en plus, qui servait pour chauffer l'appartement. Ce qui fait qu'on avait l'hiver, il faisait très très froid avant d'allumer le four, et l'été, c'était juste insupportable.
Et plus le pain, quand vous mettez du pain dans le four, vous mettez de la vapeur. Donc la vapeur plus les poussières de farine, c'est très très dur. Bon, mais c'est pareil, c'est une question d'habitude. En fait, non, ça n'a pas tellement changé parce qu'on produit beaucoup plus. Bon, il y a plus de matériel, mais de toute façon, c'est un métier très physique. Bon, par exemple, dans ma boulangerie, moi, les sacs, on se fait livrer en vrac. C'est une chambre avec un camion qui arrive et qui pulse de la farine dans votre chambre de farine, ou en vrac, c'est-à-dire c'est des sacs de 25 kilos. Moi, j'ai la chance d'avoir une boulangerie. C'est très rare à Paris. J'ai une boulangerie qui se trouve au premier étage. Vous avez le magasin qui est au rez-de-chaussée et la boulangerie, le fournil, par contre, est au premier étage. Mais il faut emmener les sacs, des sacs de 25 kilos, et évidemment, il faut les amener au niveau de votre pétrin. Bon, pareil, c'est une question d'habitude, mais enfin, on peut porter 300, 400 kilos rien qu'en sac par jour. Et quand vous faites des pâtons de pâtes, le pâton, c'est minimum 8 kilos. Et sans arrêt, on est appelé à soulever des charges très lourdes quand même. On a très rarement d'accidents. Mais les accidents peuvent survenir à cause de la fatigue. C'est-à-dire que maintenant, il y a des protections dans le temps. Le pétrissage, pour pétrir, évidemment, le pétrin, c'était quelque chose de très dangereux. C'est juste un bras qui a un axe et qui tourne sur lui-même. Et il n'y avait pas de grille de protection. Ce qui fait que c'est arrivé que des gens, tout simplement, tombent dans leur pétrin, où on prenait une sale habitude, quand on faisait une fournée, on raclait avec un coup-de-patte, en fait, ça s'appelle comme ça. Et ça peut arriver, si vous mettez la main dans la pâte, la pâte, et ça, éventuellement, si vous faites faute d'inattention, ça pouvait prendre le bras et c'était fini, quoi. La personne, ça, c'était très dangereux. Et d'ailleurs, c'est arrivé il y a très très peu de temps, je crois, pour quelqu'un qui faisait un stage, c'est-à-dire un enfant de 14 ou 15 ans qui a fait un stage dans une boulangerie, alors que c'est formellement interdit. Maintenant, les mesures de sécurité, c'est une grille, en fait, hein, sur le pétrin. Ce qui fait que si vous touchez cette grille, le bras, il ne peut pas partir, car le pétrin s'arrête automatiquement. Mais cette personne n'avait pas de grille, et le pétrin se trouvait, c'était une vieille boulangerie, pareil, dans des caves. Le pétrin était juste en bas de l'escalier. Et la personne a glissé l'escalier, il est tombé directement dans le pétrin. Le pétrin était en marche, ce qui fait que la personne est morte. En parlant de la fatigue, je pense à ma jeunesse, quand j'avais 2-3 ans, 4 ans même. J'ai mon père on habitait à l'époque à la campagne. Il avait une toute petite boulangerie. Et ça me fait penser au film de Rému, La femme du boulanger. C'était exactement ça. C'est-à-dire, vous aviez un pétrin qui était en fait une maie. C'était une grande maie, sans le couvercle évidemment. Et je vois mon père, à l'époque, il commençait de bonne heure. Il commençait à 11h du soir. Il faisait les premiers pétrissages en dehors du soir. Bon, parce qu'il n'y avait pas de panimatique. C'est-à-dire, panimatique, c'est une armoire qui fait du chaud et du froid, ce qui permet de régler la pousse. C'est ce qu'on fait maintenant. Des fois, on le fait aussi on le fait naturellement. C'est-à-dire si on a besoin d'une fournée tout de suite, immédiatement, on fait pousser naturellement. Mais autrement, on peut bloquer. On fait notre pain la journée, on la bloque pendant la nuit. Et on bloque par rapport à l'heure dont on veut le pain. C'est-à-dire, moi, en général, les premières baguettes, il faut que je les sorte vers les 5h du matin. C'est les premières baguettes que je prends. Et donc, on habitait à la Flèche, dans la Sarthe. Et mon père, il commençait à 11h30. Il faisait sa première fournée. À l'époque aussi, vous aviez le four à briques. Vous savez, c'est le four avec c'était un four à bois. Et il faisait du pain de campagne, c'est-à-dire à l'époque, il fallait mettre du bois pour faire chauffer, c'est-à-dire on faisait chauffer le four à peu près, ça dure au moins 2-3 heures. Il enlevait tout son bois et il faisait cuire son pain. À l'époque, c'était que des gros pains de 4 livres, des pains de campagne pour faire ses tournées, parce qu'on faisait les tournées dans la campagne. Et je vois très bien mon père qui s'endormait, il faisait pousser, par exemple, il faisait sa fournée, il faisait pousser sa pâte dans son pétrin, cette espèce de grande maie, il mettait une planche par-dessus et il faisait sa sieste. Et en fait, quand ça poussait, quand la pâte poussait au fur et à mesure, à un moment donné, il sentait bien que ça bougeait en dessous de lui, ce qui le réveillait. Et à partir de là, il faisait sa première fournée. Bon, mais il commençait donc vers les 3 heures et il devait finir vers l'après-midi, vers les 5-6 heures.
Et le problème, pour gérer la fatigue, à cette époque-là, ils avaient une fâcheuse tendance à boire, parce qu'ils étaient complètement dans... Ils sortaient pas de leur métier. Mon père faisait son travail, c'est-à-dire jusqu'à midi, et après, il allait faire ses tournées à la campagne. Évidemment, à la campagne, vers les midi, midi et demi, on a livré dans les fermes, et la première chose que vous proposez à un paysan, c'était un petit verre. Et petit verre après petit verre, mon père est devenu, vu la fatigue, il est devenu complètement accro à l'alcool. Ça lui permettait de tenir physiquement, parce que c'était un métier très physique. Et il finissait le soir, il était vers la dernière fournée, on fermait vers les 8 heures. Le magasin était ouvert de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Ce qui fait qu'il y a un moment, on ne peut plus tenir physiquement. Les types, ils ne tenaient pas, quoi. C'était impossible. Pour lutter contre la fatigue, à notre époque, moi je dois faire à peu près 80 heures, 90 heures par semaine. Ce qui est énorme, hein, par rapport à quelqu'un qui fait 35 heures, ce qui est la moyenne à l'heure actuelle. Bon, alors d'une part, c'est une question de mental. D'autre part, moi j'ai un dérivatif. D'abord, j'aime sortir. Quand je peux, je vais au cinéma, je vais au restaurant, je vois des amis. Bon, j'aime bien le théâtre. Et puis, je fais des arts martiaux, je fais du sabre, ce qui me permet de décompresser. Par exemple, les arts martiaux, moi j'y vais 2 fois par semaine, le mardi, bon évidemment c'est le soir, et le vendredi. Le soir c'est à 8 heures jusqu'à 10 heures, 11 heures du soir. Bon, vu que je me lève à 4 heures, évidemment ça vous fait des petites journées, mais ça vous permet de décompresser vraiment, ça vous vide l'esprit. C'est le seul intérêt d'ailleurs. Je suis un grand buveur de café, et un gros fumeur aussi. Ça me permet de... Bon, le problème, c'est que, évidemment, le corps ne suit pas. À un moment donné, il faut un dérivatif. Et moi, je prends beaucoup de café, c'est-à-dire je dois prendre au moins 2 litres, voire 3 litres de café par jour. Bon, c'est du café soluble, mais enfin, ça fait quand même pas mal d'effets. Et puis, je fume. Pareil, ça me permet de me relâcher. Alors, le plaisir de la pâte... Quand vous pétrissez une fournée, c'est une fournée de baguettes essentiellement. Une fois que vous avez pétri votre fournée, c'est très charnel. Si vous touchez une pâte, vous avez l'impression de caresser une femme. Exactement. La pâte, c'est pas quelque chose d'inerte. Hein. La pâte, c'est quelque chose de vivant. Alors c'est un ressenti, mais bon, évidemment, il faut une expérience, c'est-à-dire des années de métier. Par exemple, moi, tous mes apprentis, moi, je me rappelle quand j'avais leur âge, je faisais pareil. Souvent, ils ont un petit morceau de pâte qui tripatouille comme ça, parce que je ne sais pas ce que ça leur rappelle, mais c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose d'anodin. Mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient aucun rapport avec la boulangerie, qui se sont mis à faire ça parce que c'est une matière qui intéressante à travailler. Intéressante du point de vue sensibilité. Ouais, c'est une matière agréable à travailler. À Paris, on est quand même privilégié parce qu'à Paris, on n'a pas les grandes surfaces. Par contre, en banlieue, où déjà le panier moyen, nous on parle en panier moyen, mais évidemment, suivant tout ce qui est de banlieue, les grandes surfaces, en fait, ils y ont accès directement. Ils font leurs courses, toutes leurs courses sont faites, ils ont très peu de magasins de proximité, ce qui fait qu'une grande partie des gens, par rapport à leurs moyens déjà, vont dans la grande surface. Et la grande surface, évidemment, vous ne pouvez pas avoir une qualité de pain d'un artisan. Nous, on a des fours à sol, c'est-à-dire un four à sol, c'est une pierre, en fait. C'est une pierre, hein. Dans le temps, c'était comme ça. Et eux, c'est des fours à chaleur tournante. Bon, ça va beaucoup plus vite, mais déjà, ça déshydrate votre pain. Nous, on met à la pelle ou au tapis, ce qu'on fait pour un four à sol, alors que dans un four à chaleur tournante, vous mettez vos grilles sur un chariot et vous enfournez directement. Et ça fait comme une broche, en fait, ça tourne, mais ça ne peut pas vous faire la qualité d'un pain fait dans un four à sol. Nous, on est quand même privilégiés. À Paris, on sent beaucoup moins la crise. Et les gens sont quand même très habitués à leur pain. Ce qui fait que c'est pas un élément, c'est pas l'aliment qui est le plus touché. En plus, nous, on n'a pas le problème d'Internet, par exemple, comme pour tout ce qui est librairie, tout ça, qui sont malheureusement appelés pour les 3 quarts à disparaître.
Le pain, pour l'instant, Internet, on n'est pas touché, ça ne se vendra jamais comme ça. Et puis les gens se déplacent par rapport. Les gens se déplacent. S'ils trouvent une bonne boulangerie, les gens sont prêts à faire 1 kilomètre. Moi, j'ai quelqu'un qui vient chercher un pain de campagne, qui habite en banlieue. Il vient toutes les semaines, il me téléphone et il me dit vous me préparez 1 ou 2 pains de campagne. Ce qui marche, bon, depuis, ça a été fait depuis une vingtaine d'années, ça, c'est la tradition. C'est-à-dire, c'est une pâte qui est beaucoup plus alvéolée, avec un taux d'hydratation qui doit être à peu près de 80%. Et c'est ce qui marche le plus. En fait, maintenant, ce que recherchent les gens, ils mangent beaucoup moins de pain. Dans le temps, on mangeait du pain par... c'était l'aliment de base, c'était vraiment l'aliment de base. On accompagnait avec toutes sortes de choses. Alors que maintenant, c'est plus un plaisir. On se fait plus plaisir en achetant des pains spéciaux, même si le Français est habitué à manger du pain. Évidemment, avec le fromage, on mange du pain. Avec toutes sortes d'aliments, on mange du pain. Et maintenant, dans une boulangerie, les pains spéciaux, par exemple, chez moi, ça représente... je parle des campagnes, des pains aux gruyères, par exemple, où on peut faire toutes sortes de choses, au lardon, aux olives, tous les pains de complet, seigle, céréales, il y a toutes sortes, je sais pas moi, rien que moi, personnellement, je peux faire, dans mon catalogue, je peux faire 70 pains. Moi, quand j'ai commencé la boulangerie, c'était un métier qui ronronnait, où c'était extrêmement traditionnel. Et puis, il y a les frères Poilâne qui sont arrivés avec d'autres et qui ont commencé à renouveler la gamme et à faire du campagne comme dans le temps, comme on le faisait avant. En fait, maintenant, en plus, quand on parle du pain biologique, tout le monde faisait du pain biologique. Mais ça n'avait pas le nom de biologique. C'est devenu la grande mode. Alors, est-ce que je me sens chef d'entreprise? Oui, évidemment. Mais le problème, à partir du moment où c'est l'artisanat, vous êtes ouvrier et vous êtes patron. Et c'est-à-dire que les 3/4 de mon temps, en fait, je suis ouvrier, je suis avec mes employés. Donc, je me comporte comme un ouvrier, mais évidemment, en sachant, ils savent très bien que je suis le patron. Mais l'intérêt, c'est quand même c'est dans ces métiers-là, tout le monde est à égalité. On peut pas, autrement, ce serait juste insupportable. C'est des métiers qui sont, comme je vous l'ai dit, fatigants physiquement. Boulanger, c'est une entreprise qui vous permet de vivre correctement. D'un autre côté, c'est cher payé. C'est cher payé parce que, je ne sais pas, la moyenne des boulangers qui arrêtent, je ne sais pas combien de temps ils arrivent à vivre après leur retraite, mais à mon avis, c'est là quand même, c'est des métiers qui vous cassent physiquement. L'intérêt de ce genre de métier, c'est qu'on est reconnu. Quand je me promène dans la rue, on dit tiens, ça c'est le boulanger. On n'aime pas votre pain, mais vous êtes reconnu en tant que boulanger, ce qui est très rare maintenant. On est plus reconnu pour ce qu'on fait. Et le boulanger, c'est quand même la base. Je ne sais pas si vous savez, mais le mot copain, c'est toujours pareil. Ça vient le partage du pain. Le mot copain vient de ça.